Téléspectateurs, bienvenue sur le plateau d'Africa 24. C'est le débriefing des experts, 3e édition. Au sommaire de cette édition, on va bien sûr revenir sur le débat qui s'est déroulé tout à l'heure et qui portait sur la réforme de la justice et des procédures judiciaires post-coup d'État. Un débat qui a été co-animé par Babilas Botton et Marie-Angèle Touré. Nous allons pouvoir scruter le profil de 2 candidats. Il s'agit de M. Adama Kanazoé et Victorien Tougouma. Alors ce soir, nous avons 3 invités. Nous avons Maître Batibié Benao, qui est le secrétaire général du syndicat des avocats du Burkina Faso. Bienvenue sur le plateau. Merci, bienvenue. On vous permet quand même de présenter votre syndicat rapidement. D'accord, il n'y a pas de problème. Je voudrais vous remercier. Le syndicat des avocats du Burkina Faso est une structure à caractère syndical des avocats du Burkina Faso qui a été créée en 2008 précisément parce que les avocats se sont aperçus entre-temps qu'ils avaient le sentiment que les organes qui sont mis sur pied par l'ordre ne semblaient pas défendre les intérêts de la corporation comme il se devait, compte tenu d'un certain nombre de contraintes, notamment liées à la réserve entre l'institution barreau et l'État d'une part, mais dû aussi au fait que les organes ordinaux étaient obligés d'avoir un certain langage, justement. Donc, ça ne crée pas de dualité. Il n'y a pas de dualisme entre le syndicat n'a pas vocation à remplacer le barreau. Merci. Donc, ça, c'est très clair. Merci d'être venu. Nous avons M. Abdoulaye Diallo, qui est le coordonnateur du centre Norbert Zongo. Bienvenue. Oui, bonsoir. Le centre Norbert Zongo, c'est le journaliste qui a été assassiné en 1998. Hein. Oui, tout à fait. C'est un centre de presse. Ça s'appelait Centre national de presse. Norbert Zongo était un des membres fondateurs de ce centre-là. Il a été assassiné 6 mois après, puisque le centre a été inauguré en mai 1998. Et puis, en décembre déjà, il était assassiné. Et 1 mois après, l'ensemble des professionnels des médias se sont retrouvés, ont décidé de rebaptiser cette maison qu'il a contribué à installer, Centre national de presse Norbert Zongo. Et j'en suis effectivement le coordonnateur, mais ce n'est pas votre seule casquette. Oui, je suis aussi par ailleurs réalisateur de films et promoteur d'un festival de films sur les droits humains qui s'appelle Ciné Droit Libre. Donc un festival qui se tient chaque année, qui était cette année à sa 11e édition. C'est une sorte de plateforme de débat, de prise de parole qui permet de conscientiser la jeunesse à travers des films que nous projetons et des débats que nous organisons. Merci beaucoup. Et bien sûr, nous sommes avec notre éditorialiste Thierry Hott, qui ne manquera pas d'intervenir sur le plateau et même pour les relances. Bienvenue. Merci Thierry, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre en direct de Ouagadougou pour ce débriefing des experts. Alors, chers invités, il y a eu donc un débat il y a quelques minutes qui vient de s'achever. Il y avait 4 invités qui étaient présents. Il y avait M. Karfa Nianou, qui était un magistrat, Carlos Toé, représentant du candidat Taïrou Bari, M. Basile Guissou, qui représentait le candidat Roch-Marc Kaboré, et enfin Maître Mamadou Savadogo, bâtonnier de l'ordre des avocats. Je vais poser une question d'emblée à Thierry Hott. Il y a eu, il n'y a pas très longtemps, c'était du 24 au 28 mars 2015, les états généraux de la justice qui ont été organisés par la transition. Est-ce qu'il ne fallait pas laisser cette organisation au prochain président? Oh, je ne le pense pas, car de toute évidence, s'il y a un chantier sur lequel le prochain président de la République est attendu de pied ferme au Burkina, c'est bien celui de la justice. Tant le sentiment d'injustice est profond au sein de la société, et tant le lien entre les justiciables et l'institution judiciaire semble, j'allais dire, cassé. Je pense que ce sont des états généraux qui s'imposaient. Il faut dire que le nombre d'affaires non élucidées a fini par donner le sentiment que la justice n'était pas totalement indépendante, que la justice était aux ordres. En témoignent des affaires comme celle de l'ex-président Thomas Sankara, du journaliste Norbert Zongo, du juge Salifou Nebié, de l'affaire Guiraud, du nom du directeur général des droits, et j'en passe.
On aura d'ailleurs l'occasion de revenir un peu sur ces affaires-là qui n'ont pas été élucidées jusqu'à présent. Mais pour revenir au débat, on a quand même noté que le représentant du candidat Tahirou Barry, M. Carlos Toé, estimait que ces états généraux-là avaient été dictés par les organisations de la société civile et imposés à la transition et que finalement, ils avaient eu lieu, des états généraux, dans la précipitation. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Diallo? Oh, je ne sais pas, je n'ai pas tous les tenants de cette histoire, mais ce que je sais, j'ai eu quand même l'occasion de discuter avec la ministre de la Justice et elle s'était bien défendue en expliquant que la justice est tellement pourrie, et c'est pas faux, ce que Thierry vient de dire, ce qui est le symbole le plus fort de la pourriture du système de Blaise Compaoré, justement, c'est la justice. L'injustice criarde, donc la justice qui ne faisait pas son travail. Donc elle a senti la nécessité quand même de faire un travail de fond, donc de faire ces états généraux. Moi, j'avais été convaincu par les arguments qui avaient été avancés et je ne rêvais pas du tout qu'après ces états généraux, une transition de 10 mois allait régler tous les problèmes de la justice. Mais au moins, une réflexion est menée, les bases sont posées et même si la réflexion n'est pas complète, n'est pas totalement, on peut la compléter, on peut toujours la renforcer et au moins on dispose quand même d'une base pour la suite. Ce que la transition n'a pas pu faire, bon, le nouveau pouvoir est attendu sur ce chantier-là, justement. Maître Benao, juste pour votre confrère, le bâtonnier Savadogo, il estime que ces états généraux ont permis de situer un nouveau discours sur l'indépendance des juges. Vous avez l'impression qu'effectivement, ça a été un ton nouveau. Les juges pourront travailler sereinement sans que les politiques ne viennent intervenir? Oui. On peut dire que le discours n'avait plus rien à voir, hein, selon ce qu'on a entendu lors de l'ouverture et de la fermeture de ces états généraux. Ça n'a rien à voir avec le discours qu'on a l'habitude d'entendre depuis plus de 20 ans, 27 ans et autres. Alors, mais pour revenir sur le principe même des états généraux, nous faisons partie de ceux qui, à l'époque, ont estimé qu'il n'y avait pas à organiser des états généraux en tant que tels. Et les résultats auxquels on est parvenu ne nous ont pas donné tort. Parce que j'ai eu l'impression que lorsque les autorités de la transition sont arrivées, elles se sont dites, effectivement, comme l'a dit Diallo, le système judiciaire a de sérieux problèmes, il faut chercher à voir dedans qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Alors, donc, dans ce principe, le fait de s'arrêter, marquer un stop pour pouvoir réfléchir là-dessus est une bonne chose. Mais nous sommes de ceux qui disent qu'il y avait déjà une panoplie de rapports qui avait été élaboré, d'excellents rapports, je vous assure, qui avaient été élaborés avec un plan quinquennal de la justice qui prévoyait dans les moindres détails tout ce qu'il fallait faire. Et nous avons dit que là où nous étions, oui. Qui étaient élaborés sur le régime précédent? Tout à fait, sur le régime précédent, mais qui ont été élaborés par des personnalités et des organisations dont la qualité n'était pas du tout discutée de ce point de vue. Et beaucoup d'observateurs ont eu à dire qu'il fallait aller droit au but, puisqu'on a eu l'impression qu'au niveau du gouvernement, on disait que attendez les états généraux avant qu'on engage tel ou tel dossier. Nous pensions qu'on n'avait pas besoin d'attendre ces états généraux. La conséquence, c'est ce que vous avez vu entre-temps. On vous a dit que des dossiers comme ceux du 30 octobre 2014 ont eu des problèmes parce que pour ces genres de dossiers, plus le temps passe, plus vous avez des éléments qui disparaissent et plus vous avez des gens qui font des efforts pour faire en sorte que la vérité ne puisse jamais justement donc voir le jour. Alors, donc c'est ça la conséquence en tant que telle. Mais vous allez voir, excusez-moi, on a dépensé plus de 300 millions. Nous avons fait des petits calculs pour démontrer que sur toutes les juridictions, toutes tendances confondues au Burkina Faso, qui sont au nombre de 40, ça fait environ 18 ordinateurs, 9 flambants par juridiction. Or, aller au TGI de Ouagadougou, il n'y en a pas assez. On démarre un ordinateur à 8 heures dans un cabinet d'instruction jusqu'à 11 heures sans y parvenir. Vous trouvez ça normal? Actuellement? Mais oui. Alors, donc, nous pensions que ça, c'est des problèmes urgents. Et les deuxièmes problèmes qui se posaient... l'argent qui a été gaspillé pour rien, selon vous. Oui, je vais quand même oui. faire, avant que vous me preniez la parole, Thierry Hott, le diagnostic de la justice burkinabé, tel qu'il avait été fait au moment où les États généraux devaient se tenir. On parlait d'une justice dépendante et politisée, une justice corrompue qui favorise l'impunité, un service public de la justice exsangue, matériellement et humainement, une justice en délicatesse avec le respect des droits humains. Ça, c'est le rapport qui avait été fait, qui est d'ailleurs contenu dans le rapport final des États généraux. Oui, Thierry Hott. Ce diagnostic n'est pas tout à fait faux. Mais de mon point de vue, Maître Benao, je pense que la ministre Justine Ouedraogo a sans doute aussi voulu laisser une trace de son passage au ministère de la Justice, d'où l'organisation de ces États généraux en mars dernier. Moi, j'ai retenu j'allais dire, une très bonne nouvelle.
c'est que ces États généraux ont débouché sur la rédaction d'un pacte national sur le renouveau de la justice avec l'article 4, qui m'a semblé être, j'allais dire, le plus emblématique. Qu'est-ce que dit cet article 4? C'est rendre le Conseil supérieur de la magistrature indépendant, c'est-à-dire que les juges indépendants de l'exécutif. Ce serait une révolution si désormais le président de la République n'était plus le président du Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que cela changerait quelque chose dans la réalité? Est-ce que vous le pensez, maître? J'ai toujours été de ceux qui disent que c'est bien pour l'image de la justice que de savoir que de façon organique, le judiciaire n'a pas un cordon ombilical en tant que tel avec l'exécutif en tant que tel, même si ce n'est pas une façon d'isoler les trois pouvoirs, parce que je crois que c'est une collaboration en réalité et non pas des trucs de dépendance. Alors, mais moi j'ai toujours dit que je suis réaliste. Alors à quoi ça me sert moi de savoir que le président du FASO n'est pas le président du Conseil supérieur de la magistrature, mais de savoir qu'il a des ambassadeurs, justement, donc, dans le judiciaire, qui vont faire ce qu'il veut, sans pour autant qu'il ne soit présent. Il joue le beau rôle en ce moment, il vous dit, mais écoutez, de toute façon, je ne suis même pas dedans, je ne sais pas de quoi est-ce que vous m'accusez. Mais lorsqu'il est là, de façon concrète, là, on peut le mettre devant ses responsabilités. Moi, c'est mon point de vue, toujours, mais c'est bien du point de vue organique. Vous pensez même qu'il faudrait que le président du FASO soit toujours le président du Conseil supérieur de la magistrature? Ou alors, s'il n'y est pas, il faut mettre des mécanismes en œuvre pour faire en sorte que, depuis le dehors, en réalité, il ne puisse pas avoir des influences dedans, à travers justement donc les gens qui puissent... Si tout simplement, puisqu'il s'agit d'une question d'hommes, si tout simplement les magistrats, les juges se rebellaient, et décidaient de ne plus être des juges aux ordres. C'est justement, à ce niveau, c'est tout à fait possible, mais c'est ce que... je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils n'ont qu'à se rebeller, parce que je ne veux pas de la République des juges, comme on l'a dit en France, en tant que tel, mais je pense que les juges ou les magistrats, de façon générale, devraient de plus en plus mettre dans leur esprit qu'ils sont les égaux du point de vue de la Constitution, des tenants du pouvoir judiciaire, des tenants du pouvoir parlementaire. À partir de ce moment, il y a un certain nombre d'actes concrets qui se posent sur le terrain où il y a toujours interpellé les gens pour dire, quand vous posez ça, ça veut dire que psychologiquement vous-même, vous estimez qu'il y a justement donc une sorte de lien de subordination entre vous et telle autorité, alors que dans les faits, ça ne doit pas être le cas. Monsieur Diallo, voyez. Parfois, Nianou, du syndicat des magistrats tout à l'heure, a dit, quels que soient les efforts qu'on va faire, le ministre de la Justice va toujours donner des injonctions aux procureurs. Et qu'on a vu des cas, par exemple, en 2001, où il y a eu des affectations disciplinaires parce qu'il y avait des magistrats qui s'étaient un peu rébellés et on les a affectés. Bon, ça fait que c'était en 2001. Mais lui, il pense que ça va être difficile. Oui, mais dans tous les cas, qu'est-ce qui est facile? Qu'est-ce qui est facile? Parce que pour moi, la justice, c'est la partie la plus visible qu'on voit tout de suite. Parce que quand un système est pourri, où l'odeur sent le plus, c'est dans la justice. C'est vrai, on ne peut pas dire parce que on met en place, c'est pas le fait de mettre en place un système correct qui va régler le problème, c'est pas le fait de séparer, de faire que le chef de l'État ne soit plus dans le conseil de la magistrature qui va régler le problème. Oui, il reste que il faut en même temps faire un travail technique pour mettre à disposition de la justice, séparer les pouvoirs comme il faut, mettre les juges dans des conditions pour qu'ils puissent faire le travail, mais il faut effectivement qu'il y ait des hommes aussi qui soient conscients du rôle qu'ils sont amenés à jouer, conscients qu'en tant que juge, ils ont un rôle important à jouer dans la marche d'un pays et assumer ce rôle-là. Ça, c'est important. Donc, évidemment, cette relation, c'est pas la relation, on ne peut pas empêcher une relation entre un ministre de la Justice et le procureur. Il faut bien qu'il y ait cette relation technique pour que la justice puisse marcher. Il faut aussi avoir un bon ministre qui recherche vraiment la justice et qui, dans son travail avec les procureurs ou les magistrats, on sent qu'il y a une volonté de rendre justice. Ça ne pose pas de problème aux gens. Qu'il y ait une relation entre un ministre et des procureurs ou des magistrats. Tant que c'est pour faire réellement la justice. C'est ça. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est la qualité des hommes communs et c'est la prise de conscience qu'ils sont dans un système où ils ont un rôle primordial à jouer. C'est un pouvoir et ce pouvoir doit prendre conscience de son importance, de son indépendance et jouer véritablement son rôle, sinon on n'avance pas. Oui, pour apporter de l'aube l'un d'Abdoulaye Diallo, c'est pour dire que le Burkina n'a pas l'apanage du lien entre la chancellerie et les magistrats. Tout simplement, il s'agit, j'allais dire, de redorer le blason. C'est une question de perception. Les Burkinabés ont le sentiment
que les magistrats, que les juges ne rendent pas toujours le verdict auquel ils sont en droit de s'attendre. Le temps de la justice, il faut le dire aussi, n'est pas le temps de l'opinion publique. Ça, c'est un véritable problème dans nos pays. On aura l'occasion d'en revenir, d'en parler lors de la seconde séquence. Maître Mamadou Savadogo, qui est bâtonnier, il a insisté sur un point qui était important au niveau des cours qui sont dispensés à l'ENAM, enfin l'école d'administration et de magistrature. Et il pense que dans cette école-là, on apprend aux futurs magistrats à être soumis à l'exécutif. Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Benao? Personnellement, je ne peux pas être affirmatif sur ce point-là, dans la mesure où je ne sais pas quelle est la quintessence, j'allais dire, ou le contenu de la formation qui est donnée, mais il me semble que c'est une formation qui est essentiellement technique, fondée sur des règles du contentieux administratif, civil, commerciaux et autres, mais aussi sur les questions de déontologie et de l'éthique, justement, donc, du magistrat en tant que tel. Je pense plutôt, comme il a eu à le dire, parce que je l'ai suivi, qu'il y a eu le problème du discours, hein, qui a été tenu pendant longtemps vis-à-vis, justement, donc, des magistrats qui ont cru qu'ils avaient une sorte de devoir de loyauté, ou même au-delà, hein, l'absence d'un devoir d'ingratitude vis-à-vis de l'autorité de nomination. C'est un peu le problème qui se pose. De telle sorte que, pendant très longtemps, on a eu le sentiment que pour certains magistrats, ou pour certains acteurs de la justice tout court, lorsqu'ils sont saisis d'un dossier, ils ne cherchent pas à savoir quelle est la loi applicable, mais ils cherchent à savoir quelle va être la volonté de mon supérieur ou la volonté de telle ou telle autorité politique. Alors, donc, pendant longtemps, c'est un peu le sentiment qu'on a eu un peu sur le terrain. Alors, sinon, je ne pense pas qu'il y ait un module, peut-être au niveau de l'ENAM, qui, justement, donc... Oui, Abdoulaye Diallo, oui, non, je veux dire, c'est trop facile de lier ça à la formation. Moi, je ne crois pas. Probablement, les gens sont bien formés, mais il se trouve qu'il y a un système où il y a presque ce devoir, on se sent obligé de poser des actes vis-à-vis de son supérieur. Et puis n'oubliez pas qu'on est dans un système où il n'y avait pas du tout la place à l'indépendance. Ce n'est pas seulement dans le domaine de la justice. Même vous prenez les entrepreneurs. Les gens ne se sentaient pas libres de faire ce qu'ils avaient envie de faire. Il faut être toujours d'accord avec les puissants du jour. Il faut t'arranger. Tant que tu n'as pas une affinité avec les puissants du jour, tu ne peux même pas exercer. Donc ce n'est plus ton talent, ce n'est plus ta capacité de créer ou de t'étendre qui te permet d'être ce que tu es, mais c'est ta proximité avec les puissants du jour. Voilà, un système comme ça pendant 27 ans, évidemment, ça marque tous les secteurs et la justice n'a pas échappé. Sauf qu'à la justice, ça se voit tout de suite parce que bon, le sentiment d'injustice est plus visible à la justice. Oui, moi, je ne voudrais surtout pas qu'on jette l'anathème ici sur le corps de la magistrature. Même les avocats doivent se remettre en question. Les justiciables aussi, qui tentent en permanence de corrompre les magistrats. La question de la formation ne se pose pas. Je pense qu'au Burkina, il y a de très brillants magistrats. Je ne vais pas tous les citer, je vous prends un seul cas qui est un cas emblématique. Le magistrat Gustave Kam, qui est le président de la juridiction, qui est chargé justement de juger les Sénabrés. Oui, absolument. C'est dire que les magistrats burkinabés sont très bien formés. Alors, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette première séquence. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de ce débat. On aura d'ailleurs l'occasion de voir ce qui n'a pas été fait par rapport aux recommandations qui avaient été prises en mars dernier lors des États généraux de la magistrature, juste après une pause publicitaire.